Merci Nadia, merci pour ces chiffres et pour ces exemples. Alors je pense que les entreprises qui font ce type de produits vont pouvoir rejoindre le mouvement des entreprises de la nouvelle économie. Elles sont toutes innovantes. Et puis tu as élargi le débat aussi à l'économie collaborative, l'économie circulaire. Donc vision systémique, merci énormément. Donc je vais demander aux participants de la table ronde de nous rejoindre. On va continuer sur cette thématique. Venez, hein, vous pouvez vous lever. On va continuer sur cette thématique de l'emploi, de l'innovation, de la croissance, mais à travers le prisme de la formation, de la pédagogie, de la sensibilisation. Et je crois que tout le monde est avec moi. Voilà. Donc on va commencer par Monsieur Daguin. Je vous laisse juste le temps de vous asseoir. Donc vous allez nous parler du secteur du bâtiment, hein, des artisans du bâtiment. Est-ce qu'ils seront... est-ce qu'on a parlé aussi de beaucoup de régulation, de réglementation, notamment au niveau de l'énergie. Est-ce que pour vous, ces réglementations vont permettre de créer des nouveaux emplois? Et puisqu'on va parler de formation professionnelle, est-ce qu'elles vont pouvoir aider? Alors, déjà, je pense qu'il y a une chose qu'il faut souligner, qui est indispensable, c'est qu'aujourd'hui, la transition énergétique va être vécue comme certains, comme une contrainte dans le secteur du bâtiment. C'est absolument pas le cas. La transition énergétique, aujourd'hui, c'est un vecteur de croissance dans le bâtiment. Juste avant de vous expliquer pourquoi, par divers éléments, je voudrais simplement faire un rappel. C'est que pour assurer la réussite de la transition énergétique dans le bâtiment et pour qu'elle soit durable, il est indispensable de bien retenir une chose, c'est de ne surtout pas faire la confusion entre transition énergétique et transition technologique. C'est absolument pas la même chose. La transition énergétique dans le bâtiment, c'est avant tout une refonte globale des différents process, des différents business models, des différents acteurs et des différents services dans le bâtiment. Voilà, c'était simplement en introduction. Maintenant, pourquoi cette transition énergétique va être vecteur de croissance dans le bâtiment? Premier élément de réponse, aujourd'hui le bâtiment est confronté à de nouvelles attentes des consommateurs, que ce soit en B2B ou en B2C d'ailleurs. Je vais simplement vous donner quelques exemples. Premier exemple, aujourd'hui les consommateurs vont attendre de leurs prestataires qu'ils puissent leur proposer un accompagnement et un conseil global dans la réalisation de leurs travaux. Du côté des entreprises, elles vont également attendre de leurs prestataires qu'elles puissent leur proposer des solutions qui vont leur permettre de réduire leurs émissions de CO2 d'une part et d'autre part de réduire leur consommation énergétique. Et bien évidemment, une attente qui est commune aux entreprises et aux particuliers, qui est un petit peu le nerf de la guerre, c'est quelles vont être les solutions de financement dont je vais pouvoir bénéficier et quel va être mon retour sur investissement. Deuxième élément de réponse, je viens de vous parler des nouvelles attentes des consommateurs. Et ces nouvelles attentes, elles ont également créé des nouveaux services. Ces nouveaux services, je vais vous en citer 4, je vais essayer d'être assez rapide. Le premier, ça va être les audits sur le logement, sur le bâti. C'est un nouveau service qui n'existait pas il y a quelques années, aujourd'hui qui est en plein développement. Le second, ça me permet de faire une transition, ça va être la capacité des entreprises à préconiser, hiérarchiser et prioriser les différents travaux à réaliser dans le cadre du bâti. Ces services aujourd'hui sont proposés de plus en plus dans les entreprises et sont indispensables pour pouvoir développer le marché et accompagner la transition énergétique. Un troisième service je vais peut-être m'étendre un petit peu plus là-dessus, qui est tout nouveau, qui concerne les installateurs, ce qu'on appelle aussi les metteurs en œuvre. Les installateurs, par le passé, ils étaient poseurs. S'ils intervenaient chez un particulier, par exemple, c'était uniquement pour faire un changement de matériel. Aujourd'hui, l'installateur, il est obligé de s'adapter aux nouvelles attentes. Et pour cela, l'installateur, il devient conseiller. En gros, avant, l'installateur, il intervenait sur un marché, entre guillemets, de la rechange, et aujourd'hui, l'installateur, il doit intervenir sur un marché d'accompagnement. Et enfin, dernier service qui est apparu il y a quelques années, on en a largement parlé hier, donc je ne vais pas spécialement m'étendre dessus, c'est le monitoring et le pilotage des nouvelles technologies, par les compteurs intelligents, entre autres, mais on en a suffisamment parlé hier. Simplement, le troisième élément de réponse va être un petit peu la conséquence de ce que je viens de raconter, c'est que ces nouveaux services, ils vont créer des nouveaux métiers. Ils vont obliger les entreprises à développer et à enrichir leur business model. Du coup, si je résume un petit peu ces trois éléments, on a des nouvelles attentes, on a des nouveaux services, on a des nouveaux métiers, c'est tout simplement ce qu'on appelle de la croissance.
Alors maintenant, la grande question à se poser, ça va être mais comment mener à bien cette transition énergétique? Et le comment, ça va passer par de la formation, par de la montée en compétences des entreprises, par de l'accompagnement des entreprises et de la montée en compétences de leurs salariés. Si je peux citer un exemple sur... Bien sûr. Un exemple de ce qu'on réalise depuis maintenant 2 ans et demi à peu près, on travaille avec la première organisation professionnelle du bâtiment, la CAPEM, sur la problématique éco-artisan. On parlait juste avant des entreprises RGE. Effectivement, pour pouvoir s'inscrire dans la transition énergétique, on a besoin d'avoir un certain nombre d'entreprises RGE. La problématique de la CAPEB, il y a 2 ans, c'était de pouvoir, d'une part, recruter suffisamment d'entreprises RGE sous leur label qui est éco-artisan. Et la seconde problématique était de se dire mais comment est-ce qu'on peut accompagner ces entreprises RGE, ces éco-artisans, pour qu'ils puissent s'adapter à la transition énergétique. On a démarré vraiment par la première problématique, c'est-à-dire de recruter des nouveaux éco-artisans. Ces éco-artisans, en 2013, on a vu les chiffres juste avant, donc c'est bien, ça me permet d'illustrer. Les éco-artisans, en avril 2013, ils étaient 2000. L'objectif de la CAPEB était de pouvoir augmenter ce nombre d'éco-artisans RGE pour répondre à la demande et d'atteindre 10 000 entreprises éco-artisans à 2015. Et on a eu plutôt une bonne nouvelle il y a quelques semaines, on a fêté le 10 millième éco-artisan, la 10 millième entreprise éco-artisan avec 6 mois d'avance, donc c'est plutôt une bonne nouvelle. Et donc du coup maintenant on a décidé de s'orienter sur la seconde problématique qui est l'accompagnement des entreprises et leur formation, et c'est là-dessus qu'on va se positionner vraiment sur la fin de l'année 2015 et sur l'année 2016. Pourquoi? Parce que c'est tout simplement un enjeu majeur pour ces artisans, pour qu'ils puissent continuer à avoir du business. Simplement pour conclure, je voudrais juste dire un mot sur un peu le marché de l'artisanat du bâtiment. Je pense que vous le savez, c'est un marché qui est en crise, et cette crise elle est assez grave. Depuis 2011, c'est 15% de baisse d'activité. En 2014, c'est 29 000 entreprises qui ont fait faillite. Ça fait 30% des entreprises françaises qui ont fait faillite, donc c'est quand même énorme. C'est plus d'un emploi perdu par heure. Bref, c'est une crise considérable. Du coup, la transition énergétique, ce qu'il faut retenir, c'est plus qu'un vecteur de croissance, c'est surtout une lueur d'espoir en fait pour les artisans du bâtiment. Et croyez-moi, aujourd'hui, cet espoir, ils en ont bien besoin pour pouvoir relancer l'activité. Merci, c'est très clair. Alors on a parlé de formation, c'est plutôt des formations internes, hein, ça se fait avec la fédération, donc on met les artisans entre eux, on ne rentre pas dans l'entreprise, hein, c'est un accompagnement. Oui et non. Il y a des formations aujourd'hui qui sont les formations FIBAT, qui sont des formations techniques pour les entreprises pour qu'elles puissent devenir RGE. C'est pas vraiment de ces formations-là, moi, dont je veux parler. C'est plutôt des formations, j'allais dire, presque commerciales, en fait. Aujourd'hui, les artisans, je le disais au début de ma présentation, ils ont besoin de s'adapter à cette transition énergétique. Donc, ils ont besoin de répondre aux attentes des consommateurs. Donc, ils doivent un peu changer leur métier. Donc, aujourd'hui, ce qu'on va attendre des artisans, c'est qu'ils puissent être en capacité de présenter un devis, de pouvoir justifier les raisons pour lesquelles ils vont préconiser telle ou telle solution de travaux. Et surtout, qu'ils puissent également accompagner leurs clients finaux dans des solutions de financement. On parle beaucoup du crédit d'impôt, il y a aussi l'éco-prêt à taux zéro, il y a bien évidemment les C2E, les aides de l'ANA, etc. On attend des installateurs qui puissent avoir cette capacité de présenter leurs solutions. C'est plus sur ces formations, là, donc presque commerciales, qu'on va travailler là sur le deuxième semestre 2015 et 2016. C'est un enjeu majeur. Pour nous, c'est l'enjeu majeur pour les artisans. Merci. Donc je vais passer la parole à Christelle Spilly. On parle de formation, donc oui, vous pouvez l'applaudir, vous avez raison. Donc Christelle, on revient dans l'entreprise, on revient dans la formation. Faire passer le message aux collaborateurs, il faut faire du ludique, il faut que ça rentre, ça motive, ça fasse de l'innovation. Je crois que vous allez nous parler d'une petite plateforme qui est aidante sur ce sujet. Oui, bonjour à tous. On va essayer tous d'être brefs, hein, parce qu'on est les derniers. Donc, Nathalie nous parle du sujet, effectivement, d'arriver à mobiliser les collaborateurs pour les entreprises. Mais en fait, je crois que cette problématique-là, elle peut s'appliquer à des entreprises, elle peut s'appliquer à des collectivités locales, elle peut même s'appliquer à des écoles.
La question, c'est aujourd'hui, tous ces organismes sont en train d'essayer d'effectuer une transition énergétique, ils sont en train d'essayer d'effectuer carrément une transition globale, et ils n'y arriveront pas tant que l'intégralité des parties prenantes ne seront pas engagées avec eux. Et donc la question, c'est comment arriver à mobiliser tout le monde et comment arriver à les dynamiser, à les emmener vers cet objectif qui est concerté, qui est partagé par tous, et comment aller loin avec eux. Donc aujourd'hui, pour aborder en fait cette question de mobilisation, on a pris un angle particulier qui est de viser comme objectif toujours les économies d'énergie. C'est-à-dire que notre volonté, c'est comment arriver, si je prends l'exemple de l'entreprise, comment arriver à mobiliser les collaborateurs aux côtés de leur entreprise dans leur politique de développement durable. Et pour ça, en fait, on a créé un programme qui s'appelle le B2020 Génération. Ce programme, il s'articule en fait en 3 modules, 3 parties. La première, c'est comment arriver à sensibiliser les collaborateurs à une utilisation rationnelle de l'énergie, parce que la clé aussi de la transition énergétique, elle est là. Et c'est aujourd'hui, on leur propose de s'engager, de participer sur l'adoption d'éco-gestes. Chaque collaborateur va avoir son propre compteur de CO2, son propre compteur de kilowattheure. Et il y a tout un système de compteurs personnels qui ensuite va se déverser dans le compteur de l'entreprise. Et c'est tout ce volet de sensibilisation qu'on fait sur cet axe-là. Ensuite, il y a un deuxième volet, c'est les entreprises vont avoir besoin aussi d'avoir une visibilité sur leurs investissements. On va investir lourdement dans des nouvelles technologies, dans des process. Aujourd'hui, les entreprises ont besoin d'outils d'aide à la décision pour savoir quels sont les meilleurs travaux qu'il peut être intéressant de faire pour eux, pour savoir pour chacun de ces travaux quel va être le montant de l'investissement et surtout quel va être le payback, quelles vont être les économies d'énergie engendrées grâce à ces travaux et du coup quel retour financier, quel retour sur investissement ils peuvent avoir. Donc ça, c'est un deuxième module de cette fameuse plateforme qui permet là aussi en fait de donner à l'intégralité des collaborateurs de l'entreprise la vision sur toutes les actions, je dirais, tangibles et concrètes menées par l'entreprise et quels sont les gains en matière de CO2 ou en matière de kilowattheure abordés par l'entreprise. Et c'est en fait en créant cette dynamique sur, d'un côté, j'ai mes collaborateurs qui s'engagent sur des éco-gestes et ensemble on va atteindre tel objectif grâce au comportement, et en parallèle j'ai sur cette plateforme la vision globale de avec mon entreprise, qu'est-ce qu'on a atteint comme résultat, comme gains environnementaux grâce aux travaux. Et en fait, c'est en combinant tout ça qu'aujourd'hui, on arrive à créer des mouvements incroyables dans les entreprises. On arrive même à créer ça aujourd'hui, on le fait aussi pour des collectivités locales, on le fait pour des écoles. Et aujourd'hui, le programme B2020 Génération, on est déployé dans 27 pays. On a déployé dans 115 écoles de mémoire, notamment en Angleterre. C'est aujourd'hui à peu près une dizaine d'entreprises qui sont engagées. On a, je peux le dévoiler, on a parmi nos clients, bien entendu, nous avons la SNCF qui a été un des premiers clients et qui a été suivi de très 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 près par nos chers clients ERDF, avec lesquels nous avons d'ailleurs passé la soirée hier. Et nous avons également BPI France qui nous a rejoints. Et voilà, aujourd'hui, B2020 Génération, ce sont des gens engagés dans le développement durable et on a à peu près 500 000 personnes engagées dans le développement durable aux côtés d'entreprises, de collectivités, aux côtés d'écoles. Et de tout secteur d'activité, pas que les sensibiliser au secteur. D'accord. Donc merci beaucoup Christelle. Est-ce que c'est bon pour la présentation ? Donc on sort du consommateur, on passe au salarié-acteur, donc ça me plaît bien, voilà. Bon, très bien, on a des formations pour monter en compétences, on a des formations pour se responsabiliser sur l'énergie, mais il faut prévoir le futur. Alors avant de préparer des formations, Monsieur Vernier, il faut réfléchir. Quels sont les futurs métiers? Quelles sont les compétences? Alors je crois que vous allez nous parler d'un observatoire qui peut répondre à ces questionnements. Oui, alors je vais parler d'un observatoire et je vais... Je peux parler de l'histoire. Bien sûr. Cette histoire a débuté en fait il y a 1 an, jour pour jour, puisque c'était la clôture de la précédente édition de l'Université E5T. Daniel Perron, donc le directeur général de l'école, a émis l'idée de créer un observatoire des nouveaux métiers liés à la transition énergétique. Donc
donc cette idée qui paraît quand même a priori intéressante et excellente, nous avons essayé de la mettre en œuvre. Et c'est de ça dont je vais parler. Nous avons effectivement mis en place un groupe de travail, alors d'abord avec des étudiants qui ont travaillé sur un guide d'entretien qu'on a retravaillé avec des enseignants-chercheurs pour aller voir des chefs d'entreprise, des DRH, et pour les questionner donc sur justement comment ils voyaient l'avenir et notamment les nouvelles compétences, les nouveaux métiers qui sont liés à cette transition énergétique. Et d'ailleurs, il y a parmi ces étudiants, je vois Anaïs Pelafinet qui est présente et qui fait partie de ce groupe d'étudiants donc de MBA de l'école. L'idée donc c'est d'essayer d'anticiper, puisqu'on a parlé justement des besoins, des nouveaux besoins, et ces nouveaux besoins liés à la transition énergétique, c'est pas seulement dans l'énergie, c'est pas seulement dans le secteur de l'énergie, et ça on l'a bien compris. On a parlé du bâtiment, on sait bien qu'aujourd'hui vendre une voiture comme on la vendait hier, ça n'est plus possible, hein. On a eu quelques exemples avec BM qui a été primé, mais il y a bien d'autres exemples. L'expertise comptable sera de moins en moins financière. On est sur le reporting extra-financier qui va devenir une obligation et qui va devenir centrale dans les entreprises. Donc on a comme ça, à travers la transition énergétique, à travers les économies d'énergie, à travers le développement durable, des nouveaux besoins, des nouvelles compétences, des nouveaux métiers qui émergent. Et ce que nous voudrions avec cet observatoire, donc l'observatoire des métiers de la transition énergétique, et on a créé donc le club de cet observatoire, donc l'acronyme m'intéresse puisqu'il ça fait COMET, hein, le COMET. Donc son idée, c'est justement d'anticiper, mais fortement, parce que répondre à des besoins actuellement en formation, c'est souvent trop tard. Une fois que les entreprises en ont besoin, le temps de réfléchir aux formations, de réfléchir aux méthodes pédagogiques, de réfléchir à comment on va amener un changement dans les métiers, dans les formations, c'est souvent trop tard. Et l'ambition, alors j'avoue que c'est peut-être un petit peu trop ambitieux, mais on va essayer d'y parvenir, c'est d'être assez en amont pour justement anticiper ces besoins, être un peu Madame Soleil des nouveaux métiers, et donc de pouvoir réfléchir à ces nouvelles formations, à ces nouvelles méthodes pédagogiques pour amener les managers, pour amener les salariés et l'ensemble des métiers vers les besoins de demain. Alors j'avoue que c'est ambitieux. Alors où en est-on aujourd'hui, au bout d'un an, puisque maintenant ça fait un an. Bon premier anniversaire d'ailleurs. Merci. E5T évidemment est pleinement derrière nous dans cette approche, et donc le groupe d'étudiants a travaillé, comme je l'ai dit, sur un guide d'entretien qui nous a permis de commencer ce qu'on appelle une phase exploratoire et d'aller voir des chefs d'entreprise et de commencer à creuser la piste. Et donc ces entretiens sont en cours d'analyse et vont nous permettre de mettre en place un véritable protocole de recherche finalement pour cet observatoire. On a aujourd'hui l'EXI, donc l'école d'ingénieurs, avec Leclerc, cette association sur les métiers de la transition énergétique qui nous rejoint. Il y a le collège des hautes études en développement durable, donc le CHED, Charente, Limousin, Poitou, qui nous rejoint. Il y a EDF qui est en train de nous rejoindre. Donc il y a des partenaires qui commencent à venir autour de cet observatoire et qui vont participer au développement de cet observatoire. Nous espérons très rapidement des recrutements et notamment d'un assistant ou d'une assistante de recherche pour l'aspect scientifique et à terme de doctorants qui pourront aussi développer les aspects scientifiques de cet observatoire. Et puis évidemment, le nerf de la guerre, c'est aussi les financements. Et donc comme cet observatoire rentrerait dans quelque chose qui ressemblerait, ou en tout cas qui serait présenté comme une chaire d'études, puisqu'on veut aller plus loin, on veut imaginer les nouvelles méthodes pédagogiques, les nouvelles formations, les créer, les mettre en place, aider d'autres à les mettre en place. Et je fais appel à toutes les entreprises encore présentes, bienvenue, sachant qu'il y a des incitations fiscales, vous savez, dans tout ce qui est mécénat scientifique, hein, puisqu'il y a 60% de crédit d'impôt. Donc bienvenue pour nous aider à développer cet observatoire qui, je l'espère, sera totalement concret dans les mois qui viennent. Il
y a déjà des premières réalisations, des futurs métiers qui émergent. Qu'est-ce que vous avez déjà commencé à creuser? Pour le moment, justement, comme je le disais, on est en train d'analyser un petit peu tout ce qui nous est revenu. Là, justement, c'est là où on doit retravailler sur le protocole, puisque ce que l'on a, c'est surtout ce qui est en train d'émerger, mais qui est déjà un peu là. Donc, notamment en architecture, avec tout ce qui est... donc là, on a vraiment tout un travail, et là, c'est scientifique, à faire pour justement anticiper encore plus, sans être, comme je le disais, Madame Soleil, même s'il y a un petit peu l'idée. Merci beaucoup. Alors, je suis sensible au nom Comète parce qu'il faut savoir que chez Auré, la première plateforme qui existe d'ailleurs en France sur l'écologie industrielle et territoriale, qui sont les démarches locales d'économie circulaire, s'appelle Comète. Donc, on est en phase. Mais nous sommes qui va vous porter chance, j'espère. Mais l'IRSI et Auré sont souvent en phase. Sont souvent très liés, oui. Merci beaucoup, Eric. On peut l'applaudir aussi. Et pour la fin, Ziad Farah, qui est aussi adhérent d'Auré par Auxilia, mais qui est surtout un ancien étudiant de Subdeco La Rochelle. Alors, la formation que tu as suivie, Ziad, est-ce que ça t'a donné facilement un emploi? À quoi elle prépare? Je sais que tu es plutôt axé sur les collectivités territoriales. Est-ce que ça correspond à un vrai besoin sur ce sujet de la transition énergétique? Raconte-nous tout ça. Alors, je suis un ancien de la promo 2008 de stratégie de développement durable, le master stratégie de développement durable de l'école. Je suis ravi d'être de retour à la maison, ça fait très plaisir. Je remercie la Fondation et l'école de m'inviter. À la sortie de cette promotion, j'ai été engagé suite à mon stage dans une agence de conseil, une agence de conseil en environnement, et je me suis spécialisé dans l'accompagnement des collectivités sur les processus de transition énergétique. Alors aujourd'hui, je suis directeur de projet énergie chez Auxilia, donc entre le moment où vous m'avez invité et maintenant, j'ai eu une promotion, ce qui veut dire que on nous forme bien à l'école à Subdeco. Et lorsque Nathalie m'a demandé d'expliquer un peu le lien entre formation initiale et création d'emplois, bon, déjà j'ai soufflé quand j'ai vu que c'était Eric qui prenait l'aspect un petit peu macro et que je pouvais parler plutôt de mon cas perso. Je me suis posé la question des besoins de ces territoires en transition et des collectivités. Et ce en quoi et comment est-ce que l'école nous avait préparé à répondre à ces besoins. Vous avez tous entendu parler des TEPOS, des territoires à énergie positive. Ce sont des dispositifs qui sont soutenus par l'État aujourd'hui, mais qui existent depuis 3 ans. Moi, j'ai la chance d'en accompagner un certain nombre depuis quelques années, notamment ceux de Poitou-Charentes. Et puis, il faut être franc sur ces questions des TEPOS. En général, les collectivités, elles avancent plus vite que nous, les soi-disant experts, parce qu'elles travaillent au quotidien d'arrache-pied sur ces sujets. Mais ce qu'on constate vraiment, c'est qu'elles ont 3 besoins clés. Au-delà des enjeux techniques, elles ont des besoins clés. Et le premier que j'ai identifié, c'est de disposer d'une information qui est analysée. Une information de qualité, dans un contexte où on a énormément d'informations qui circulent. Comment est-ce qu'on récupère la bonne info à l'échelle nationale et internationale pour répliquer des initiatives qui fonctionnent? Le deuxième besoin, c'est une vision plus stratégique du processus de transition énergétique et des leviers qu'elles doivent actionner en début de projet. On est face à une montagne, une question de transition énergétique, et souvent les collectivités, elles se perdent un peu entre tous les secteurs à travailler, les acteurs à dialoguer, à mettre en dialogue, etc. Et elles attendent d'une agence de conseil de l'aider à prioriser. Puis le dernier point, donc j'ai un petit peu évoqué, c'est la difficulté à rentrer en dialogue avec des nouveaux acteurs. Des acteurs qui ne sont pas institutionnels pour des nouveaux partenariats, puisque la plupart des actions qui sont innovantes nécessitent de dialoguer avec des institutions, des acteurs avec lesquels les collectivités n'ont pas l'habitude de travailler. Et si je reprends maintenant en quoi la formation m'a préparé à répondre à ces besoins-là, on avait un gros travail d'analyse dans cette formation sur le décryptage des nouveaux sujets et la synthèse qu'on devait rendre, une synthèse qualitative à rendre à la fois à nos corps de professeurs et à nos collègues. On a une ouverture aussi à l'international. J'ai par exemple fait mon stage en Afrique du Sud sur les questions d'écotourisme. Pas mal. C'est pas mal, ouais. C'était sympa. Ce qui permet vraiment de se familiariser avec d'autres cultures, avec d'autres langues également. Et c'est utile aujourd'hui quand on doit apporter de l'information d'Allemagne, d'Angleterre, de Suisse pour les territoires en transition. Et puis on avait des cours très différents qui nous ont permis de pas maîtriser, mais au moins aborder des sujets complexes. Des cours d'économie, de droit, sur la RSE, l'approche territoriale du développement durable ou encore la comptabilité environnementale, tu en parlais Eric.
Sur l'enjeu de priorisation auprès des territoires, on a eu à gérer des projets complexes, des exemples de projets complexes pendant notre formation. Je vous donne un exemple rapide. On nous a demandé de gérer un projet de construction d'hôpital à Ouagadougou. Alors, quand on nous a dit ça en deuxième année, nous, on s'est posé la question, mais qu'est-ce qu'ils veulent de nous, quoi ? Au départ, on s'est posé des questions hyper stratégiques comme combien de seringues il faudrait qu'on achète à l'année ou combien est-ce que ça coûte un appareil pour faire des IRM. Et en fait, on s'est rapidement rendu compte, grâce à nos profs, qu'il fallait plutôt chercher quel est le cœur de notre stratégie, ce qui pourrait nous différencier par rapport à d'autres concurrents, puisqu'on était des équipes en concurrence sur ce projet à Ouagadougou, et comment est-ce qu'on expliquerait notre stratégie et les points saillants de notre approche et de notre projet. Puis enfin, sur les questions de dialogue auprès des acteurs, on a eu énormément de formations sur la technique de concertation, sur la prise de parole en public, la gestion des négociations. Il y a quelque chose auquel je tiens beaucoup, c'est qu'à travers les jeux d'entreprise, au-delà de l'aspect concurrence, on a aussi le développement de quelque chose qui m'est à cœur, c'est l'empathie. Et avec nos territoires, il faut qu'on se mette aussi à leur place pour mieux les comprendre, pour mieux comprendre leurs problématiques. Parce qu'en général, quand on travaille entre un territoire rural, une région, une communauté urbaine, on est sur des sujets qui sont très différents. Et les jeux d'entreprise nous ont permis cela. Pour explorer un petit peu cette richesse des formations, de la formation, et qu'elle crée une diversité de métiers. Elle nous permet d'accéder à des emplois très différents. J'ai listé quelques anciens de ma promo. Qui ont bien réussi, qui ont des métiers hyper intéressants qui n'ont rien à voir avec les miens. Il y a par exemple un responsable RSE dans une industrie de la chimie. On a un animateur de développement durable dans une fédération professionnelle à Paris, un auditeur sur la gestion des déchets. J'ai encore un community manager sur ce qui est l'équivalent d'Autolib en Allemagne, donc toujours aussi sur cette approche internationale. Puis on a également une directrice d'association en faveur des mobilités alternatives. Donc on a vraiment une diversité de métiers hyper intéressante quand on sort de la formation. Pour conclure mon intervention, c'est les formations qui ont moins des profils ingénieurs, mais plutôt gestion de projet, management de projet. Elles aiguisent vraiment notre curiosité, notre capacité à s'ouvrir, à mieux comprendre des sujets qui sont complexes. Une vision plus stratégique aussi des projets, c'est ce qu'attendent de nous nos clients. Et puis une capacité à écouter les autres, je le disais, c'est la notion d'empathie. Et que ce soit dans le conseil, pour ma part, mais aussi dans les autres métiers liés à la transition et au développement durable, ce sont des compétences qui nous permettent d'accéder à l'emploi, mais surtout quand même de le garder, quoi. Merci beaucoup, Ziad. Je crois que... Eric, vous souhaitiez compléter ? Oui, juste parce que comme je vois qu'il reste 2 minutes, je voudrais quand même aller jusqu'au bout, Yves. Non, c'est juste. J'ai juste oublié qu'il y a un acteur important qui nous a rejoint très très vite dans cet observatoire, c'est Atlantec, à travers Clément Brézeau, qui a vu un intérêt immédiat et qui a vraiment envie et qui travaille beaucoup sur cet observatoire. Donc, comme dans la précipitation, pour tenir le temps, je l'avais oublié, mais que nous avons encore du temps. J'en profite pour reprendre la parole, il ne faut surtout pas me la laisser, mais non, je la laisse. Et donc, après Nathalie. Voilà. Merci à tous. Alors, merci aux intervenants de nous avoir montré que la transition énergétique et dont la lutte contre le changement climatique, on va plus loin, ne peut pas se faire sans la pédagogie. C'est très important. Alors, on l'a vu, formation initiale, mais pas que la formation initiale spécialisée. Il faudrait qu'il y ait de la formation à la transition énergétique dans tout type de métier. On a parlé d'architecture. Je crois qu'il faut essaimer. Il faut essaimer dans beaucoup. On a parlé tout à l'heure de vision écosystémique avec Madame la Ministre. Je pense qu'il faut que ça soit une brique d'une vision plus large et plus transversale. Il ne faut pas regarder que la transition énergétique. Quand on est sur un territoire, il faut regarder aussi l'eau, les déchets, les différentes synergies potentielles, les gestions collectives, les mutualisations de services, etc. Je crois que ça doit faire partie d'une brique. On continue, il faut se former tout au long de la vie. Donc, on est artisan, on continue à se former grâce aux fédérations professionnelles. On est collaborateur, on bénéficie de plans de formation et de dirigeants qui savent trouver l'outil innovant. Et puis, avant tout ça, il faut réfléchir à quel métier pour préparer tout ça. Merci à vous tous. Et je crois qu'on est bon pour le temps. Merci, Nathalie.